Cinéphilie, amour du cinéma, définition épistologique simple mais efficace du petit Larousse. Pour certains, mouvement intellectuel né dans les années 20 et ayant perduré jusqu'en 1968. Récemment, un jeune homme se considérant comme cinéphile s'est littéralement fait défoncer par la twittosphère, car sacrilège, il avouait ne jamais avoir vu Le Parrain de Francis Ford Coppola. De là, de nombreux youtubeurs ont produit pas mal de vidéos pour donner leur propre vision de la cinéphilie et pour défendre le faquin, provoquant d'autres débats enflammés. D'où mon propre petit laïus au sujet, même si vous ne l'avez absolument pas demandé, c'est cadeau. A-t-on le droit de voir des films sans s'intéresser à leurs réalisateurs, à leur genèse, à leurs acteurs? Oui, un film, c'est fait pour être vu. Mais est-ce que ça fait pour autant de vous un cinéphile? Je ne le pense pas. Après tout, j'aime bien manger. Est-ce que ça fait pour autant de moi un spécialiste de la cuisine? Je ne le pense pas. Est-ce que, à l'inverse, quelqu'un qui lit tous les jours L'Équipe, qui regarde toutes les retransmissions sportives à la télé, est plus calé que moi et plus spécialiste que moi en sport? Bien évidemment. Alors pourquoi le cinéma, art mineur pour certains mais art quand même, serait le seul à avoir une sorte de sous-statut qui permet aux tout venants de s'autoproclamer cinéphile? Moi j'ai vu l'Arc de Triomphe de loin, en bagnole. Est-ce que ça fait pour autant de moi un spécialiste de l'architecture? Je ne le crois pas. Bon, à ce stade, je passe déjà pour certains pour un connard pédant. Mais pourtant, je vais m'éloigner de la définition de la cinéphilie comme mouvement intellectuel pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Pragmatique, mais pas consensuel pour autant. En effet, je trouve qu'on s'autoproclame cinéphile un peu facilement ces temps-ci. Du genre, chacun sa cinéphilie, chacun son univers, chacun ses références. Avec l'argument massu qui est qu'on peut aimer un film Marvel tout en adorant les films de Jodorowsky. Bon, argument valide puisque je l'utilise moi-même assez souvent. Mais à nouveau, aimer les films, c'est un peu court pour être considéré comme un cinéphile. Si vous n'avez jamais été ému par la beauté d'un plan, si la photographie d'un film vous indiffère, si vous vous foutez totalement de sa mise en scène, et si vous ne percevez pas l'émotion de la bande originale qui l'accompagne, allez vous faire foutre. Non, mais c'est quand même mal barré. Je ne vous appellerai pas cinéphile, et une fois de plus, c'est pas grave. Bon, là je vais mettre ma casquette de vieux con, je sais que je n'échapperai pas à cette appellation de la part de certains, même si vous le verrez, globalement mon discours sera plus encourageant que plein de reproches. Nonobstant, on va quand même se dire les choses, les jeunes, c'est connu, sont de grosses feignasses qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Non, plus sérieusement, il faut reconnaître qu'on ne regarde plus aujourd'hui les films comme on le faisait lorsque j'étais adolescent, c'est-à-dire début des années 80. Les moins de 30 ans aujourd'hui ne mettent plus les pieds en salle, exception faite des tout petits qu'on continue à emmener voir le dessin animé du moment, histoire d'occuper un mercredi après-midi. Non, faute de temps, d'argent ou de volonté, le jeune préfère regarder les films sur sa télé via Netflix, sur son PC via du téléchargement illégal ou pas, voire même sur son téléphone. Le monde a changé, l'offre cinéma s'est honnêtement enrichie, mais la façon d'aborder un film philosophiquement ou factuellement n'est plus du tout la même pour ce public. Et ce n'est pas de leur faute, mais le fait de regarder des films sur des écrans de plus en plus petits modifie la démarche même de spectateur. Alors quand j'étais ado, voir un film nécessitait quand même un minimum de volonté et de motivation. Il fallait d'abord se taper 1 heure dans les transports pour aller jusqu'à Paris, voir les films en version originale sous-titré français. Il fallait se taper 1h30 à 2 heures de queue, je vous assure que on y était presque habitué, c'était la norme à l'époque, vraiment. Aujourd'hui, c'est totalement impensable, et c'est pas plus mal, je vous l'accorde. Et le tout pour atterrir dans les salles qui étaient, qui allaient entre le tout juste correct, et qui souvent allaient jusqu'au bien pourri.
L'offre en salle aujourd'hui est exceptionnelle en comparaison, que ce soit en termes de visionnage ou de confort. Mais quoi qu'il en soit, on allait au cinéma. Et ça nécessitait vraiment une action de notre part. Aujourd'hui, la majorité des gens regardent les films sur les écrans domestiques. Et comme l'a très bien résumé Jean-Luc Godard, quand on regarde la télé, on regarde fixement. Quand on est devant un écran de cinéma, l'œil se balade, observe, furette. Même dans le simple visionnage, la salle de cinéma sollicite une action supplémentaire de la part de l'œil du spectateur. Bon, les salles aujourd'hui ont réussi quand même leur pari, c'est-à-dire maintenir leur nombre d'entrées, voire même les augmenter ces dernières années. Bon, parfois par le biais de certains gadgets un peu décriés, la 3D, la 4DX, etc. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire, depuis 20 ans, les salles de cinéma ont fait le job. Bon, il y a deux cinéastes américains, Quentin Tarantino et Christopher Nolan, qui continuent à faire du cinéma à l'ancienne. Bon, ils ont une approche du cinéma assez différente, ils produisent des œuvres assez différentes, mais ils ont une approche commune qui privilégie le concret. Voilà. Ils utilisent de la vraie pellicule, ils refusent, alors autant que se peut dans le cas de Nolan, d'utiliser les CGI à gogo. Et ils privilégient et encouragent le visionnage de leurs films en salle. Alors les jeunes adorent, voire vénèrent ces deux cinéastes à succès, mais paradoxalement on regarde leurs œuvres sur des écrans de plus en plus petits, soit l'exact opposé des recommandations des deux maestros. Les plus de 40 ans, j'en ai moi-même 53, continuent à voir leurs films dans des conditions optimales en salle. Alors, c'est pas uniquement grâce à leur pouvoir d'achat, faut arrêter de déconner avec les cartes d'abonnement illimitées, voilà, le prix d'un billet pour un film est ridicule, mais surtout par simple habitude. Alors oui, jeune, tu paies en spectacle devant ton petit écran numérique. Mais tu regardes Laurence d'Arabie? Et alors? C'est nul. Et tu le sais, tu n'es pas stupide. Simplement, tu as aussi tes habitudes. C'est comme ça. Tu es né avec le numérique, moi pas. Mais pour revenir à la question de la cinéphilie, il faut quand même reconnaître que le fait de cliquer quelques secondes pour avoir accès à un film est quand même un confort fabuleux qui ouvre les portes d'un univers infini d'œuvres de tous bords et de tous pays. Ce qui peut entraîner une consommation frénétique, parfois irréfléchie. Vous avez compris, je vous parle ici des cinéphages. Ces gens qui passent l'intégralité de leur temps disponible à regarder des films. Alors, il y a évidemment à l'intérieur de cette population des vrais cinéphiles, mais aussi beaucoup de non-cinéphiles qui consomment simplement par défaut, histoire de s'occuper. Alors, j'en ai connu au départ qui m'impressionnaient parce qu'ils regardaient 3 ou 4 films par jour, ils téléchargeaient absolument tous les films à l'affiche, plus ceux qui allaient être à l'affiche dans 5 à 6 mois. Et des fois, effectivement, je venais les voir en leur demandant leur avis sur un film qui éveillait ma curiosité, mais qui n'allait sortir que dans 6 mois en France. Et généralement, j'avais la même réponse. Ouais, c'est pas mal. Invariablement, quel que soit le film, j'avais cette réponse. Ouais, c'était pas mal. Donc finalement, dans leur bouche, tout finissait par se valoir, et j'ai l'impression que cette masse de visionnage finissait un peu par les abrutir et leur ôter toute possibilité d'émettre une opinion critique. Bon, par la suite, j'ai découvert qu'en fait, regarder un film pour eux, ça voulait dire faire une partie de Candy Crush en même temps, lire un magazine, voire faire sa paperasse. Bon, soyons honnêtes, je pense que les jeunes d'aujourd'hui regardent beaucoup plus de films que les jeunes de mon époque. Et le problème vient peut-être de là, voilà. Certains s'autoproclament cinéphiles au vu de leur consommation importante de films. Il leur manque souvent une chose, la curiosité. Et c'est un peu normal dans un monde où les œuvres viennent à vous, et non l'inverse. Un monde où l'offre est colossale. Un monde où on sélectionne pour vous, merci les algorithmes, ceux qui pourraient éventuellement vous plaire. Mais si vous adorez un film et vous vous arrêtez là, rien de grave à nouveau. Vous n'êtes pas cinéphile. C'est tout. Quand j'étais ado, j'étais un nazi débile. Muskatnuss! Muskatnuss, Herr Müller! Bon, plus précisément, j'aimais Clint Eastwood et Louis de Funès. Alors, je venais d'un milieu, disons-le,
assez pauvre, et j'ai fait ma scolarité dans un collège, certes public, mais situé dans une banlieue assez chic des Hauts-de-Seine. Et à l'époque, effectivement, mes camarades de classe tentaient de m'expliquer que Clint Eastwood faisait dans ses films l'apologie de l'autodéfense. Alors, entre parenthèses, chose qu'il n'a jamais faite une seule fois dans un de ses films, fermeture de la parenthèse, et de fait, considérait que le personnage était donc fasciste. Oui, car à l'époque on disait fasciste. Bon, et que, par logique, puisque j'aimais le personnage, je devais moi-même forcément être un petit peu nasillon sur les bords. Quant à aimer Louis de Funès, c'était faire preuve à l'époque d'un mauvais goût hors du commun, d'une vulgarité crassement populaire. Bon, 40 ans après, je me resserre une bonne pinte de petit lait, puisqu'aujourd'hui Clint Eastwood est littéralement devenu intouchable, et Louis de Funès est devenu culte. Amusant, non? Alors le premier s'est littéralement fait chier dessus pendant 25 ans avant que la critique américaine commence à lui accorder une valeur artistique. En France, ça sera un petit peu plus long. Aux États-Unis, on va dire que ça a commencé avec le tout début des années 80 avec des films comme Bronco Billy qui a été suivi de Donkey Donk Man. Et en France, il faudra attendre un petit peu plus longtemps. La vraie consécration sera son film Chasseur blanc, cœur noir, qui faisait partie de la sélection à Cannes en 90. Bird, réalisé en 86, avait déjà intéressé un peu la critique, mais celle-ci se disait qu'il s'agissait probablement d'un accident de parcours. Donc, Chasseur blanc, cœur noir est venu confirmer la maîtrise de Clint Eastwood, réalisateur, et la critique française a commencé à devenir sympa avec lui à partir de ce moment-là. Et d'ailleurs, la critique française salue aujourd'hui mécaniquement tous ses derniers films, sans exception. Alors, moi-même qui suis un fan de La Première Heure, je trouve que c'est un chouïa exagéré. Il y a des films assez inégaux depuis 10 ans dans sa filmographie, mais bon, voilà. Mais ce que je constate du coup, c'est que oui, la critique française fait une sorte d'œuvre de repentance vis-à-vis de lui. La presse, alors je parle de la critique de la presse écrite, hein, qui a sévi effectivement contre Eastwood, on va dire des années 70 aux années 90 en France. Donc elle est dans une espèce de repentance que personne ne lui a demandé d'ailleurs. Ça me fait un peu rigoler, voilà. Et puis d'ailleurs, même l'intéressé lui-même, Eastwood, trouve ça un peu pathétique, y compris pour la critique américaine qui l'encense également aujourd'hui, majoritairement. Je cite, un jour en interview, on lui a cité un extrait d'une critique consacrée à Honky Tonk Man, qui faisait le rapprochement entre son film et Les raisins de la colère de John Ford, et Clint Eastwood a juste levé les yeux au ciel et lâché un petit My God. Bon, pour De Funès, reconnaissons-le, c'est légèrement différent. Alors, De Funès n'a pas une filmographie extraordinaire en termes de qualité, faut le dire. Mais la force de Louis de Funès, c'est qu'il n'a jamais été en sous-régime et il a toujours tout fait pour tirer les films vers le haut. Voilà. Et puis 37 ans aujourd'hui après sa mort, Fufu est devenu culte. Fufu a eu droit à sa soirée thématique sur Arte, donc Fufu est immortel. Alors oui, en regardant dans le rétro, je n'ai qu'un regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir eu les mots à l'époque pour pouvoir défendre mon beefsteak auprès de collégiens tocards, incapables de penser par eux-mêmes et totalement inféodés à leur milieu social et à leurs parents. Ah, et j'aurais voulu leur expliquer pourquoi Eastwood avait été une vraie déflagration dans ma vie de jeune spectateur. Bah, aujourd'hui, je pourrais leur dire qu'il amenait quelque chose de complètement révolutionnaire. Moi, je regardais les films du dimanche soir avec mes parents. On passait encore des westerns à l'époque très régulièrement à la télé, hein, début des années 80, je le rappelle, et effectivement, on nous abreuvait pas mal de westerns avec John Wayne. J'ai rien contre John Wayne, mais c'est vrai que dans la représentation réaliste du Far West, on peut pas dire aujourd'hui que ces films fassent office de documents historiques. L'apport du western spaghetti, dans lesquels a débuté notamment Eastwood, c'est d'amener quelque chose de véracité, quoi, voilà. Avec des gens plutôt mal fagotés, poussiéreux, et puis des affrontements assez violents. John Wayne, on peut pas dire qu'il avait l'air impitoyable, il avait surtout l'air propre. Donc voilà, Eastwood a amené quelque chose de novateur dans les personnages, dans le choix de ses personnages, dans le fait que lui était capable, contrairement à John Wayne, de tirer sur quelqu'un, de désarmer, voilà, voir le bon la brute et le truand par exemple.
Et j'aurais voulu aussi leur dire que De Funès apportait quelque chose de totalement révolutionnaire également dans le genre comique, quoi. C'est le premier en France à avoir joué sur des personnages ouvertement pleutres, radins, méchants, teigneux, racistes parfois. C'est le seul qui a amené effectivement des personnages négatifs, comiques, à une époque où les stars du cinéma comique de l'époque, quand même, je le rappelle, hein, en fin des années 50, début des années 60, c'était des gens comme Fernandel, Bourvil, c'était les références comiques de l'époque. Donc effectivement, Bourvil jouait sur la naïveté, le côté sympa de ses personnages. De Funès est arrivé avec quelque chose de beaucoup plus teigneux, acariâtre. Alors, effectivement, aux États-Unis, W.C. Fields avait déjà amené la méchanceté dans le comique, mais De Funès vraiment a bouleversé la donne. Et aujourd'hui, on encense des comiques américains comme Will Ferrell, à juste titre hein, d'ailleurs, Will Ferrell, Jonah Hill, encore Seth Rogen, qui justement n'ont pas peur de montrer, d'incarner des personnages pleins de bassesse, pleins de failles. Et voilà, et De Funès le faisait déjà en son temps. Donc c'est pour ça aussi que j'aimais De Funès sans pouvoir correctement l'exprimer, mais en tout cas j'aimais ce qu'il faisait. Je ne trichais pas. J'aimais vraiment ce qu'apportait De Funès au cinéma. Et je me marre également aujourd'hui en pensant à tous mes anciens camarades de 4e et de 3e qui, je pense, à 99% sont aujourd'hui dans le consensus du grand adoubement de ces deux stars. La morale de cette histoire, alors faites-vous confiance et assumez vos goûts, pourvu que ces derniers soient dictés par votre plaisir et votre envie. Car contrairement aux perroquets qui se contentent de s'intéresser aux réalisateurs et aux acteurs faisant partie de la liste de la bien-pensance dictée par leur milieu socioculturel, vous deviendrez un vrai cinéphile. Parce que vous n'aurez aucun problème à défendre des films que vous aimez réellement, sans vous forcer. Pas de cinéphilie sans amour. Bon, le faux cinéphile est généralement facile à débusquer. Il parle sans passion, il fonctionne par hiérarchie comparative, voilà, du genre tu vas pas comparer Don Siegel à François Truffaut. Voilà, la meilleure réponse à faire dans ces cas-là, c'est bah si, pourquoi ? Généralement, la discussion s'arrête là, et c'est pas plus mal parce que ce genre de débat stérile ne peut avoir de sens. Le vrai cinéphile acquiert ses connaissances par la voie du plaisir. Alors certes, il peut se forcer à penser contre lui-même pour essayer de dépasser ses a priori, et c'est très bien, mais il peut aussi persister dans une navigation spontanée qui lui permet par rebond de découvrir, dans de merveilleuses conditions, des mondes inconnus. Exemple, Bibi. Très jeune ado, je découvre la trilogie du dollar de Sergio Leone. Je découvre que Pour une poignée de dollars est le remake de Yojimbo, de Akira Kurosawa. Remake d'ailleurs non officiel. De là, je m'intéresse évidemment à Akira Kurosawa. Je découvre que c'est un cinéaste fabuleux, je découvre les 7 samouraïs entre autres. Du coup, je m'intéresse également de façon plus large au Shambara, le film de sabre japonais. Je découvre par ce biais des auteurs merveilleux comme Kenji Misumi, Hideo Gosha. Je continue à creuser et je découvre un cinéaste extraordinaire qui s'appelle Seijin Suzuki, qui est un génie formaliste, un réalisateur d'une modernité incroyable par rapport à l'époque où il œuvrait, donc le début des années 60 et le milieu des années 60. Cinéaste dont Tarantino s'est largement inspiré au niveau visuel dans Kill Bill. Et je vais même jusqu'à m'intéresser à des cinéastes plus contemporains comme l'incontournable Takeshi Kitano. Bref, j'ai creusé, sans me forcer. C'est tout simplement mon amour pour le western italien qui m'a ouvert un certain nombre de portes. Pour revenir à Quentin Tarantino, un grand merci à lui. Moi qui ai toujours voué une passion au cinéma de genre, pourvu qu'il soit de qualité, j'ai rarement été perçu dans ma jeunesse comme un exemple de personne ayant bon goût. Je me rappelle encore avoir défendu des films alors, comme l'extraordinaire Wolfen de Michael Wadleg, 1981, devant mes camarades de classe, et j'ai obtenu pour toute réponse « c'est de la merde ». Bon, je le rappelle à nouveau, j'ai été dans un collège peuplé de gosses de riches, formatés à n'aimer que les choses autorisées dans leur petit milieu. Je me suis cassé aussi le nez en essayant de leur vendre le premier Rambo de Ted Kotcheff, c'était encore plus dur à défendre. J'ai également défendu
New York 1997, alors aujourd'hui ça paraît facile, hein, c'est un film culte, à l'époque c'était plus casse-gueule. Voilà. Ou alors encore le Mad Max 2 de George Miller. Chef-d'œuvre aujourd'hui pour tout le monde, hein, mais à l'époque, pour ce public-là en tout cas, ça ne passait pas. Alors, je bois encore et encore du petit lait, car je pense que l'intégralité de ces petits cons idolâtre aujourd'hui, comme tout le monde, j'ai envie de dire, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, dont l'un des buts dans la vie est quand même de célébrer ce cinéma de genre. Un cinéma auquel il rend toujours subtilement hommage, hein. Il s'est jamais contenté de reproduire à l'identique une scène culte issue d'un de ses films préférés. Non, lui il fonctionne par clin d'œil discret, voire imperceptible. Sauf pour ceux qui savent, ceux qui ont vu, et ceux qui ont aimé, comme lui. Exemple, Le Dernier Train du Katanga, l'un de ses films cultes, l'un des miens également, je l'ai découvert à 13 ans, je m'en suis jamais remis. Il faudra absolument que je vous fasse d'ailleurs une vidéo sur ce film que j'adore. Enfin bref, il rend hommage à ce film dans Inglourious Bastard, et de façon plutôt assez indirecte. On entend une partie de la bande originale du film, et il utilise Rod Taylor, donc l'interprète du film de Jack Cardiff, pour jouer un Winston Churchill muet, qui est juste assis au fond d'une pièce, dans une des scènes du film, une scène avec Michael Fassbender d'ailleurs. Donc voilà, donc moi ayant cette référence chevillée au corps, j'ai tout de suite percuté. J'ai pas eu besoin qu'on me tienne la main pour m'expliquer que le film cité est une petite bombe. Alors je pose la question, qui est le vrai cinéphile ? Celui qui a chié toute sa vie sur des films auxquels Tarantino rend aujourd'hui hommage, ou celui qui a vu ces films et qui les a sincèrement aimés ? Vous voyez quand même le niveau des peines à jouir que je dénonce ? Incapable d'aimer quelque chose sans avoir le go d'un cinéaste aujourd'hui reconnu par l'intégralité de la critique ? Un type dont la cinéphilie s'est construite dans le vidéoclub où il travaillait et où il s'abreuvait de scènes cultes issues, certes d'œuvres parfois inégales mais toujours jouissives. Pour moi, le vrai cinéphile, c'est lui. Et je rebois encore du petit lait en me disant que finalement, vieillir, c'est pas si mal. Bref, tout ça pour vous dire que pour moi, un vrai cinéphile peut aussi bien aimer François Truffaut que Don Siegel, bien évidemment. Et pour citer Tarantino, une dernière fois, ses premiers, la scène finale de Once Upon a Time in Hollywood, son dernier film, qui montre Rick Dalton, acteur de série B, sur le point de rencontrer donc ses prestigieux voisins, Polanski, Sharon Tate, sonne finalement comme la réconciliation entre cinéma populaire et cinéma d'auteur. Une des plus belles déclarations d'amour de Tarantino aux cinéphiles et au cinéma, un monde où tout ne se vaut pas, mais où tout est indivisible. Je viens de revoir le film 1900 de Bernardo Bertolucci dans une excellente édition Blu-ray, et je trouve que ce film est magnifique et qu'il se bonifie avec le temps. Alors, je précise, je ne suis pas encarté au parti communiste, comme disait Georges Marchais, mais n'empêche que j'adore ce film, voilà, tout simplement. Alors c'est une œuvre qui, pour certains, flirte avec la propagande, mais moi je n'y perçois que la beauté, la réalisation, la qualité du scénario, le jeu des acteurs, la musique de Morricone. C'est comme ça. L'esprit capture ce qu'il capture. L'analyse vient après, si éventuellement on en ressent le besoin. Une partie de la critique cinéma de la presse écrite dès le début des années 60, donc avec l'arrivée de la nouvelle vague, va farouchement militer pour la séparation du plaisir et de la réflexion. En gros, pour elle, il y aurait d'un côté les films qui procurent aux spectateurs un sentiment direct, premier, comme par exemple les comédies de l'époque, alors même de très bonnes comédies, comme toutes celles de Lautner par exemple, Dialogue et Parodiard, les Tontons Flingueurs et autres barbouzes. Sachez quand même qu'à l'époque, elles se faisaient littéralement défoncer. Le public s'y ruait en masse, mais la critique, cette critique en tout cas, défonçait ces films. Encore une fois, on a eu affaire à des visionnaires. Je ferme la parenthèse. Donc il y aurait ces films-là d'un côté, il y aurait les films qui font réfléchir, évidemment. Et cette partie de la critique va se donner comme mission d'éduquer un grand public qu'elle estime être un peu trop con pour penser par lui-même,
et donc va chercher à lui expliquer, à l'éclairer et à lui faire la lecture de tout ce qui lui échappe, y compris dans des gros blockbusters américains, dont le but est bien évidemment de leur laver le cerveau entre les lignes, à grand renfort de messages subliminaux. Bon, alors sur le papier, ça pourrait éventuellement avoir l'air louable, sauf que dans les faits, ça se traduit toujours par le rejet d'une idéologie qui ne correspond pas à celle du critique en question. Voilà. Idéologie d'ailleurs qui est perçue à tort ou à raison dans les œuvres. Alors, exemple emblématique, Pauline Kael. Je ne suis pas sûr de la prononciation, on va dire comme ça. Pauline Kael, très célèbre critique américaine qui commença à travailler en 1968 au New Yorker. Alors, elle avait une plume un petit peu au style un petit peu novateur, et elle avait amené une idée qui était d'aller voir les films en salle avec les spectateurs. Voilà. Et non plus les films en projection privée avec la presse, comme ça se faisait à l'époque, et que ça continue de se faire en partie aujourd'hui. Donc ça semble rien, mais à l'époque c'était révolutionnaire de faire ça. Bon, alors j'ai rien contre cette brave dame qui nous a quittés d'ailleurs en 2001, mais elle a passé la totalité de sa carrière à vouloir défoncer Clint Eastwood. Voilà, au sens littéral du terme, bien sûr. Donc le malentendu commence en 1968, donc quand elle commence à écrire. Les films de Sergio Leone, la trilogie du dollar pour être plus précis, arrivent aux États-Unis un peu plus tardivement, donc en 68, alors que le film a été tourné en 66, et les Américains se prennent tout ça en pleine face. Alors, Pauline Kael, eh ben, elle va juger que le personnage, le héros du film interprété par Eastwood, a des velléités fascistes, puisqu'il tue sans sommation, il tire sur des gens qui sont désarmés. Et sa seule motivation est l'appât du gain. Bon, évidemment, elle va reporter ses mots sur l'acteur Clint Eastwood en disant qu'il est également et probablement fasciste. Alors, ce qui est dommage, c'est que Pauline Kael a une vue assez courte concernant la Révolution. Pour elle, c'est la Révolution a consisté à poser son cul dans une salle de cinéma, mais pas à entrevoir la déflagration que représentaient ces films de Leone, ces westerns européens qui allaient juste, pour information, complètement redéfinir les bases du western américain. Rien que ça. Non, elle a préféré y voir un personnage pas gentil, méchant, et donc forcément qui était, comme je vous le disais, fasciste. Bon. Analyse un peu faible. 3 ans plus tard, quand l'inspecteur Harry sort, bah écoutez, l'occasion est trop belle, elle remet ça. Pour elle, c'est juste une confirmation. Oui, Clint Eastwood choisit des personnages de fachos, le film est facho, et lui-même est facho, et elle ne modifiera plus jamais dès lors cette grille de lecture. Voilà. Pendant 30 ans, de façon mécanisée, elle va défoncer tous les films de Clint Eastwood sans exception. Voilà. Ce qui est amusant, c'est que pendant ces 3 décennies, Clint Eastwood, lui, va peaufiner son œuvre, il va la faire évoluer, bien entendu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, s'il y a un mot pour définir l'entièreté de son œuvre, ça serait plutôt l'humanisme. On est quand même un peu loin du fascisme et du nazisme. Les collègues de Pauline Kael, même eux, même ses confrères new-yorkais, vont être obligés de reconnaître les qualités artistiques du bonhomme, au vu de ses films, tout simplement. Elle préférera rester effectivement fidèle à sa doxa et préférera continuer à mentir plutôt que de reconnaître ses erreurs, ou du moins de reconnaître l'évolution de l'œuvre du cinéaste. Voilà, bon voilà, à ce niveau-là, j'appelle ça de l'idéologie crasse, celle qui empêche tout raisonnement, tout recul, toute honnêteté intellectuelle, et tout simplement de juger un film. On n'est plus du tout dans le cinéma, là. Autre exemple récent, le film Starship Troopers de Paul Verhoeven, son 5e ou 6e, ça dépend si on considère La chair et le sang, où il y avait des capitaux américains, mais enfin bon, mettons que c'est son 6e film américain, à gros budget. Robocop, son premier vrai film américain, avait été très bien reçu par la critique, française, américaine. Alors, pour des raisons simples, le film est de très bonne qualité, qui vieillit très très bien. Bon, et aussi en France, parce qu'on y a vu, d'ailleurs c'était dans le film, ils ne l'ont pas inventé, on y a vu une certaine critique, des grosses firmes mondialisées, voilà, des yuppies, du fric à gogo, voilà, et là-dessus il y avait un côté visionnaire, effectivement, par rapport au danger représenté par ces grosses multinationales. Donc ça a bien plu à une partie de la critique, voilà, qui a vu quelque part un discours de gauche,
si c'est pas quand même le propos principal du film, et qui a applaudi des deux mains, du coup, voilà. 10 ans plus tard, donc Starship Troopers ne provoquera pas le même engouement chez nos amis critiques, parce que alors, ils vont être gênés par un détail. Alors, je sais même pas comment le dire, tellement que c'est gênant, mais les uniformes portés par les héros du film évoquent un peu ceux c'est la période sombre de notre histoire, là, les nazis. Oui. Les uniformes des héros ressemblent à ceux portés pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Et là, je me marre. C'est-à-dire que les critiques ont voulu encore nous la jouer éducative sur ce coup-là en nous disant vous avez vu, les uniformes ressemblent aux uniformes nazis. Bande de cons. C'est un truc qui nous saute à la gueule dès la première image du film. Évidemment, ces uniformes rappellent à mort ceux des SS, mais un gamin de 8 ans le verrait. C'est évident. C'est foncièrement fait exprès. Il faudrait être un crétin pour ne pas comprendre que c'est montré à dessein dans le film. Voilà, alors jusque-là, bon... c'est quasiment voilà, c'est quasiment après non-stop pendant tout le film. Il y a même un mec avec une cape noire, enfin bon, on va très très loin. Mais évidemment que c'est voulu par Verhoeven. Alors après, on lui a prêté du coup des intentions pas claires quant au nazisme, etc. Mais non, on est en fait dans la même continuité que le message de Robocop, sauf que Robocop parlait de la mondialisation des affaires, du business, du pognon. Là, on est il parle de la mondialisation morale et nous dépeint un monde en nous montrant ce que peut donner effectivement une globalisation des idées, de la morale, quand tout un monde qui finit par se ressembler. Hein. Effectivement, dans le film, tout le monde est pratiquement blond aux yeux bleus. Même les personnages qui portent des noms sud-américains, Carmen Ibanez pour l'héroïne. L'idée défendue par Verhoeven, c'est que quand toute une population commence à penser pareil, veut faire la guerre à des créatures qui ne lui ressemblent pas, sans poser la moindre question, sans avoir la moindre objection, ça, effectivement, ressemble à une période sombre de l'histoire, effectivement. Et je pense que clairement, ce qu'il cherche à démontrer dans le film, avec ses héros tout en chicot blanche, façon ultra bright, et voilà, ils se ressemblent tous à des gravures de mode, c'est pas un hasard, voilà, ce qu'il veut nous montrer, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir une pensée globalisée est dangereux. Voilà. Bon, on comprend l'allusion au nazisme, elle est plus que visible, évidemment, elle est voulue. Alors, ce qui me rend dingue, c'est que ces critiques français, à l'époque, partie de la critique, hein, une fois de plus, mais qui a relevé effectivement ce détail qui l'indisposait, a quand même littéralement traité à Verhoeven de sympathisant nazi. Lui, quand même, qui a 3 ans erré dans les rues en Hollande, dans les rues jonchées de cadavres suite à des bombardements nazis, se sont pas posé à la question, hein. Ils n'ont pas été vérifier la bio du Hollandais furieux, non, ils ont juste vu des uniformes nazis et ils ont levé la main, quoi. Voilà. Pour eux, voilà ce qu'est la critique, l'état de la critique en France, parfois c'est ça aussi, quoi. Donc je suis juste scandalisé qu'on puisse traiter quelqu'un ouvertement de nazi, quelqu'un qui a vécu le nazisme réellement, lui pour le coup, qui est peut-être plus à même d'en parler dans ses œuvres. Et voilà, c'est quand même la facilité, plutôt que de retravailler sur sa copie, plutôt que de faire de la recherche, non. Uniforme nazi, film nazi. C'est bon, je peux avoir mon chèque. Dans n'importe quelle entreprise, mais ça s'appelle être un gros fumiste, quoi, et on vous fout dehors. Donc, voilà, ces mecs-là devraient être au minimum condamnés à reprendre leur cycle d'études à partir du CE2, quoi. Et au-delà de l'intelligence de ces critiques, je remets aussi en cause leur sensibilité, quoi. Ces gens-là sont incapables de comprendre l'ironie. Mais c'est le second degré, l'ironie dans un film, ils sont pas équipés des neurones, ils sont pas équipés des capteurs pour comprendre ça. Je suis affligé, quoi. J'avoue qu'effectivement, l'arrivée massive de la critique cinéma sur YouTube a quand même changé la donne. Je trouve que ça a amené un vent de fraîcheur et d'honnêteté aussi, intellectuelle, un peu plus que ce qu'on trouve dans la presse écrite. Hein. Mais voilà, on est quand même victime de l'ère du politiquement correct. Pas mal de youtubeurs en activité, ceux qui font le plus de vues et d'abonnements, sont quand même souvent assez jeunes, et ils sont quand même le fruit de leur époque. Bon, ça, on peut pas leur en vouloir pour ça, mais c'est un fait. Prenons par exemple
Le film Get Out de Jordan Peele. Alors, on en a beaucoup parlé à l'époque, etc. Bon, j'ai été le voir en salle. Bon, j'ai trouvé que c'était une petite série B correctement troussée, avec des moments un petit peu inquiétants. Donc voilà, au final, un film plutôt sympathique, mais pas beaucoup plus. Bon, bah, la critique dans son ensemble, youtubeurs compris, l'a porté au nu en disant que c'était un film puissant, d'un antiracisme total, etc., etc. Bon, j'ai pas eu l'impression d'avoir vu le même film. Mais plus embêtant, je pense que toutes ces critiques n'ont rien compris au film. Voilà, moi je me suis pas jeté dans le message du film pour l'analyser pendant des heures, mais l'analyse qu'en ont tiré nos amis critiques, youtubeurs, presse écrite, tout ce que vous voulez, pour moi, ils n'ont rien compris à ce film. Ils ont tous vu dans ce film un message antiraciste de base. Voilà, en gros, c'est pas bien de pas aimer les noirs, quoi. Je caricature. Bon, mais moi j'ai vu un message un peu plus subtil que ça. Mais il est dans le film ce message. C'est un peu plus compliqué qu'un message antiraciste. Alors sous prétexte qu'effectivement les méchants du film sont blancs et les héros sont noirs, mais c'est un peu court les gars quoi. Le message sous-jacent pour moi, il est d'une autre nature. Il dénonce plutôt dans le film les riches blancs, les nantis, qui font mine d'adorer les noirs, mais qui en fait ne veulent qu'un truc, c'est récupérer leur corps, leur enveloppe, leur physique, sous prétexte qu'effectivement, là on est dans le cliché raciste, les noirs évidemment sont plus performants, sont plus musclés, etc. etc. Donc c'est ça que dénonce le film, sous couvert de ces blancs, voilà, qui, alors là, par exemple le héros, effectivement, est en couple avec une blanche, mais cette blanche le manipule depuis le début pour lui tendre un piège, le père de cette fiancée lui-même, il crie à qui veut l'entendre qu'il adore Barack Obama, etc., qu'il trouve ça génial, etc., mais au final, ce sont des gens dont l'unique but est de surfer sur cette prétendue coolitude black pour mieux en profiter, quoi. Voilà, c'est ça, je pense, que dénonce Jordan Peele. Les faux culs, les hypocrites. Pas l'antiracisme de base. Plutôt ça. Ces blancs qui, sous couvert d'être antiracistes, sont des enfoirés, quoi. Moi, je l'ai compris comme ça, hein, le message, entre guillemets. Et donc, pour moi, ce que dénonce Jordan Peele, le réalisateur, c'est la même attitude, par exemple, qu'a eu la critique composée de blancs vis-à-vis de son film. Cette critique a tout de suite dit que c'était un film antiraciste, que c'était génial, qui a valu au film une renommée quasi internationale, et même d'être nommé aux Oscars. Faut pas déconner, c'est une petite série B, Jason Blum, fauché, voilà, et puis parfois inquiétante, mais pas plus que ça. Et je pense que dans son coin, Jordan Peele doit bien se marrer, parce que cette attitude de blanc qui font mine d'adorer un petit film sous prétexte qu'ils y voient un gros message antiraciste, c'est de ça dont Jordan Peele se fout, je pense, dans son film. Mais bon, apparemment, je dois être seul à crier dans le désert parce que je n'ai pas lu un seul papier qui allait plutôt dans ce sens-là. Alors, autre revers de la médaille, les films qu'on veut brûler parce qu'ils ne correspondent plus au rapport homme-femme post-MeToo. Exemple très récent en date, le film 365 jours, un film Netflix, encore disponible au moment où on se parle, je pense, qui est un film érotique, et qui fait scandale chez certaines féministes. Voilà, morceau choisi de réaction, ce film fait l'apologie du kidnapping et du viol, c'est nauséabond, ça pue, boycott. Voilà, en gros, j'ai synthétisé l'esprit des gens qui s'insurgent au sujet de ce film. Alors, le film en lui-même, on va être clair, on va évacuer le sujet cinématographique tout de suite, c'est de la merde, on est d'accord. Ça s'est joué avec les pieds par les acteurs qui ressemblent tous à des sosies de participants aux anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Voilà, que ce soit l'héroïne ou le héros, c'est kiff-kiff. C'est photographié comme une pub Chanel des années 80. Et c'est très mauvais, et c'est pas crédible une seule seconde. Voilà, cinématographiquement, l'objet ne vaut que dalle. Mais, ce nanar, aussi mauvais soit-il, ne montre aucune scène de viol. Voilà, c'est dit. On peut parler du kidnapping, effectivement, mais il n'y a aucune scène de viol dans ce film. Et c'est simple, ça n'est pas dans le film. Et c'est même, entre guillemets, je vais vous dire que c'est même contraire à l'esprit du film, si on peut dire, puisque l'histoire, le pitch vite fait, le héros kidnappe une femme qui représente pour lui son idéal féminin, et lui fait le deal suivant, il dit « Si tu ne tombes pas amoureuse de moi dans une durée maximale de 1 an », ou le titre du film,
tu pourras repartir. Et dans ce laps de temps, je ne te toucherai pas tant que tu ne le souhaiteras pas. Donc effectivement, dans la philosophie, c'est déjà le contraire du viol. On peut éventuellement débattre de l'apologie du kidnapping dont est accusé le film, et en même temps, effectivement, le personnage principal du film, donc qui a le physique d'un bœuf dopé aux hormones, kidnappe effectivement cette femme, c'est pas bien, mais c'est un personnage dans un film, je vois pas trop où est l'apologie au final. Mais admettons, on peut en débattre. Mais parler d'apologie de viol, mais c'est grave quand même, le viol dans un film, alors qu'il n'y a pas de viol dans ce film, c'est juste un procédé, mais profondément dégueulasse, quoi. Est-ce que les gens qui disent ça se rendent compte à quel point ils racontent de la merde, et c'est juste dégueulasse comme argument. Et le problème, c'est qu'effectivement, c'est répété en boucle, c'est repris sur les réseaux sociaux par des gens qui n'ont même pas vu ce putain de truc, et ça y est, ça, dans la tête des gens, c'est une vérité, quoi. Je trouve ça hallucinant. Je pense que les 90% des gens qui gueulent après le film ne l'ont même pas vu. Alors c'est un procédé dégueulasse, comme je le disais, mais effectivement qui permet à certaines féministes de militer pour l'interdiction de ce film. Tout ça parce que le film, en fait, raconte une histoire sexuelle qui ne correspond pas à leurs propres critères de bienséance. C'est-à-dire qu'on a un mâle dominant, voilà, un peu bourrin, on a des scènes sexuelles, effectivement, des rapports sexuels avec un peu de violence, mais consentis. Donc voilà, ça ne matche pas avec l'ère actuelle, et donc voilà, c'est ça le vrai problème du film. C'est juste une question de morale, c'est pas une question d'apologie du viol qui, une fois de plus je le répète, n'est pas dans le film. Résultat des courses, me voilà obligé de me taper une merde, et en plus de la défendre, évidemment, pas sur un plan cinématographique, vous l'avez bien compris, mais sur tout simplement le droit à exister, déjà, d'une part. Voilà, c'est un film, bon, il est ce qu'il est, mais je défends son droit à être jugé sur son contenu réel, pas sur des scènes absentes du film. Ça me paraît être la base. Et je vais même aller plus loin. Sachez que je vomis tout type de censure, et que donc, de ce fait, même si le film avait contenu des scènes de viol, simulées évidemment, on n'est pas dans un film porno, raconte l'histoire d'un personnage qui kidnappe et qui viole une jeune femme, etc. Et on est dans un film. On est dans une œuvre de fiction. Où est le problème? On a le droit de ne pas aller le voir, on a le droit d'en dire du mal, mais c'est un film, c'est une œuvre, c'est un film. Une merde peut-être, mais c'est un film, il existe, il est là. Voilà. Donc que l'histoire vous heurte par rapport à la morale qu'il véhicule, c'est un autre débat. Je voudrais rappeler à certaines féministes actuelles, donc souvent assez jeunes, qui ont l'impression de vivre dans l'Alabama dans les années 30, je voudrais leur rappeler qu'en 1974 sortait un film qui s'appelait Portier de nuit, un film réalisé par une femme, Liliana Cavani, je le précise, une femme, et qui racontait, accrochez-vous, l'histoire d'une rescapée des camps de la mort, jouée par Charlotte Rampling, qui renouait une histoire sexuelle avec quelqu'un qui avait été son geôlier dans ce camp de la mort, interprété par Dick Bogard. Donc relation qui avait débuté dans ce camp par un viol effectué par ce geôlier sur Charlotte Rampling, son personnage. Quand même. Alors moi c'est un film que je n'aime pas, mais je peux concevoir qu'on l'apprécie. C'est un film qui avait fait un petit peu polémique en son temps quand même, vu la lourdeur de son sujet. Voilà, certains l'ont jugé dégueulasse même par son sujet, mais alors et traité avec quand même un peu de retenue, que voilà, il a eu l'appui de certains critiques qui ont quand même reconnu des qualités cinématographiques à l'objet final. Mais le film est sorti en salle avec une interdiction mineure, même si voilà, c'est pas un film racoleur du tout, disons-le. Mais voilà, il est sorti en salle, et puis voilà. Mais non, on n'a jamais entendu autant effectivement de plaintes, alors qu'on est dans une époque où oui, il y a une vraie autocensure qui est en train de s'exercer, quoi. Et ça me fait peur, parce que moi, j'ai vécu la censure sous Giscard. Alors, pour les amoureux du cinéma de genre, c'était une vraie souffrance. Imaginez, Massacre à la tronçonneuse, bloqué 8 ans. 8 ans par la censure. Zombie, bloqué 5 ans. Il n'a pu sortir qu'en 1983, 84 je crois, bon, assorti d'une interdiction mineure, je le conçois, mais alors voilà, il y a encore Mad Max, le premier Mad Max de George Miller, qui est sorti, après moult passages par la commission de censure, qui est sorti complètement expurgé
de ces scènes de violence, qui étaient quand même peu nombreuses dans le film, quelques impacts de balles ici et là, donc qui a été coupé mais massacré, avec, je vous dis pas la gueule du montage, et qui est sorti quand même dans cette version-là, avec une interdiction mineure. Les Guerriers de la Nuit, de Walter Hill, pareil, interdit, puis sorti avec toutes les scènes de violence coupées. Alors, c'était juste un film où il y avait des gangs qui se battaient à main nue. Voilà, on a coupé des scènes de bagarre. Bon, voilà, c'était une autre époque. Derrière, Mitterrand est arrivé, et je dois lui reconnaître ça, il n'y a plus de censure. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le phénomène est un petit peu plus pernicieux. Voilà. À une époque, on prenait les risques de tourner un film, on avait les couilles d'aller jusqu'au bout, et parfois, malheureusement, la censure, française en tout cas, disait niet. Alors que maintenant, effectivement, bon, d'un point de vue économique, c'est plus intéressant, le film ne passe pas l'étape de la lecture du scénario et est directement balancé à la poubelle. Effectivement, ça économise un peu de budget. Là, aujourd'hui, on nous fait croire qu'on vit dans un monde dominé par la culture de la violence, du viol, etc. Bon, revenez, regardez un petit peu dans le rétro, les filles, quoi. C'était une époque où, effectivement, il y avait des combats peut-être plus intéressants à mener. J'aurais été moins choqué de voir des gens manifester devant les films qui projetaient Portier de nuit que voilà, devant ce nanar de Netflix qui s'appelle 365 jours. Vous voyez un peu où se situe le niveau des combats, enfin bref. Et pour revenir à ce monde dégoulinant de politiquement correct dans lequel nous vivons, revoyez Demolition Man. Et au-delà de son statut d'actionneur stallonien, est un film qui présente une petite réflexion pas inintéressante et une vision futuriste qui est quand même assez bien vue, je trouve. Voilà, en gros, un monde où tout est propre, un monde où le politiquement correct domine et où il n'y a plus de pauvres. C'est normal, on les a tous mis dans les égouts. Un petit peu le monde qu'on essaye de nous vendre d'ailleurs dans certaines grosses villes de France. Enfin, je me comprends. Alors, c'est aussi ça, la cinéphilie, pouvoir laisser son idéologie et sa morale au vestiaire pour regarder des œuvres et les juger en tant que film. C'est tout. Alors, de grâce, foutez la paix au film. La mémoire, ça se travaille, c'est connu. Mais elle fonctionne d'autant mieux que lorsqu'elle est sollicitée par l'engouement d'un individu pour un domaine précis. Vous avez déjà entendu un fan de foot vous raconter quart d'heure par quart d'heure les détails d'un match qui a eu lieu il y a 25 ans? Vous avez déjà entendu un fan de cyclisme capable de vous citer tous les vainqueurs de la grande boucle sur les 60 dernières années? C'est toujours impressionnant quand on n'est pas de la partie. Ces connaissances encyclopédiques ont toujours l'air d'être un peu surnaturelles. Or, elles ont été acquises sans effort, naturellement, parce que découlant de la passion d'un individu. Voilà. Moi, personnellement, j'ai la passion des dates de sortie des films. Alors, c'est pas une lubie, c'est quelque chose déjà de spontané, hein, je retiens, c'est une information que je retiens, et c'est pas anodin, je la retiens parce que il y a un truc que j'adore faire, c'est recontextualiser les films dans leur époque. Voilà, c'est quelque chose que je fais quasi automatiquement, sans m'en rendre compte. J'ai besoin de ça pour juger effectivement de l'apport du film à sa décennie, par exemple. Alors, pour moi, c'est capital, ça en modifie toujours ma perception. Exemple, l'Inspecteur Harry. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ce film sur ma vidéo, peut-être. Bon, l'Inspecteur Harry, un film de Don Siegel, 1971, avec Clint Eastwood, fit l'effet à l'époque d'une vraie déflagration. C'est un film qui a bouleversé les codes du cinéma policier à la papa, et qui a projeté effectivement le cinéma, le polar, vers autre chose. C'est un film jalon en fait, c'est le genre de film, comme il en existe beaucoup dans le cinéma, qui permettent effectivement d'avancer, de se retrouver face à une étape devant laquelle il est plus possible de faire demi-tour. Alors je vous citais l'Inspecteur Harry, il y a eu, une fois de plus, hein, je me répète, les westerns italiens de Sergio Leone qui ont changé radicalement l'approche du western américain. Il était plus possible de faire des westerns propres, chevaleresques, c'était plus possible, le public était en demande de quelque chose de plus honnête. Idem, plus récemment, Spielberg avec Il faut sauver le soldat Ryan a mis la barre très très haut en matière de représentation des scènes de guerre. Il est plus possible aujourd'hui de faire quelque chose qui ne tend pas à être du niveau de ce qu'on voit dans son film, notamment sur la scène du débarquement. Il a mis la barre très haut, et d'ailleurs, barre qui n'a jamais été atteinte, voire même encore moins donc dépassée. Voilà, mais il a fixé cette barre en termes d'exigence et de qualité. Sam Peckinpah en 69, La Horde Sauvage, pareil, sur sa scène finale, je n'ai rien vu, alors que le film a quand même déjà 41 ans,
51 ans, pardon, je n'ai rien vu d'aussi hystérique, violent, complètement dément. Et je trouve également que ça n'a jamais été dépassé. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai bien conscience que si on met aujourd'hui un jeune de 15 ans qui n'a aucune connaissance cinéphilique, qui ne connaît que les films de son époque, il va trouver fatalement que le film ne correspond plus du tout aux critères des films d'action de son époque, et il va trouver que l'intrigue est quand même très cliché. Bah oui, le problème du film de Eastwood, c'est qu'il est matriciel. Il a inventé littéralement le film policier présentant un personnage effectivement politiquement très incorrect, et c'est un des premiers films également à utiliser pour la première fois un serial killer en tant que méchant. Donc en ça le film est très moderne et effectivement a beaucoup influencé tous les polars qui ont suivi, pour le pire comme pour le meilleur. Donc je comprends que voilà, Glado qui voit ça reste éventuellement de marbre, comme beaucoup d'autres jeunes de son âge. Mais voilà, quand on a un cerveau de cinéphile, il y a une mécanique qui se fait automatiquement et on compare le film à d'autres films sortis à peu près à la même époque. On compare des œuvres à d'autres œuvres pour en juger la pertinence et la qualité. Voilà, c'est ça pour moi un peu la cinéphilie. Autre film avec Clint Eastwood, je sais pas si je vous en ai déjà parlé d'Eastwood. Bref, sorti la même année que Dirty Harry, c'est Les Proies, réalisé également par Don Siegel. Alors c'est un film que j'adore. Et du coup, la comparaison avec la version de La Fille Coppola, sortie en 2017, n'en est que plus douloureuse. Parce qu'effectivement, les deux films sont tirés du même bouquin de Thomas Cullinan, sauf que la version de Siegel est très 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 supérieure. Parce que, contrairement à La Fille Coppola, qui elle, alors est-ce que c'est un point de vue féministe ou pas, je ne sais pas, mais le film est déjà, on va dire, quand même assez féministe dans son scénario, mais bon, est-ce qu'elle a voulu pousser le bouchon encore plus loin en faisant fi de tout le côté pervers présent dans le roman et dans la version de Siegel, et en nous livrant au final une œuvre jolie mais voilà, très illustrative? Bon, je sais pas, mais il n'y a pas photo, quoi. Son film est quand même très chiant, celui de Siegel est plutôt ramassé, je crois qu'il ne fait qu'1h30, donc voilà, il gagne sur tous les tableaux, y compris celui du divertissement. Et voilà, bon, les critiques effectivement ont dû juger qu'il n'y avait pas de male gazing dans la version de Sofia Coppola. Bon, c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange réellement, en fait, c'est l'absence au moins de comparaison ou de citation du film de Don Siegel chez les youtubeurs qui en ont fait la critique en 2017. Voilà, et je parle pas pour tous, mais les plus connus, le plus connu, voilà, celui qui a le plus d'abonnés, qui commence par un D, dont le nom commence par un D, voilà, lui a fait une critique de 20 minutes sur le film de Coppola sans jamais citer le film de Don Siegel. Et c'est pas le seul. Ça me choque un peu, sans vouloir jouer les vieux cons, ça me choque. Ça me choque parce que, ok, bon, je vais mettre ça sur le compte de leur jeune âge, mais à un moment donné, le jeune âge peut pas excuser l'ignorance. Quand tu fais une critique sur un film, en ignorant complètement la version précédente, qui en plus est une version plutôt bien cotée au niveau critique et reconnue pour ses qualités artistiques, je sais pas, tu te renseignes. Tu vas sur un truc génial qui s'appelle Internet. Allez-y les jeunes, c'est super. Je me suis même demandé à l'époque si la production du film avait fait pression sur les médias français pour qu'on évoque le moins possible, voire pas du tout, la version de Don Siegel, pour favoriser celle de La Fille Coppola, pourtant déjà très 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 favorisée par la critique française. Alors, autre exemple de film ayant posé problème, et étant beaucoup plus malhonnête que le problème de La Fille Coppola, c'est le film Dog Pound, réalisé par Kim Chapiron. Ce qui me gêne profondément, sans faire du copy-comique, on n'est pas loin quand même, c'est que le film est un calque d'un film de 1979 qui s'appelle Scum, et qui a été réalisé par Alan Clark, un film britannique. Voilà, quand je vous dis c'est un calque, c'est un calque.
les auteurs ne l'ont absolument pas dit, et évidemment, les spectateurs ne l'ont, dans la majorité, pas remarqué. Hein. Je me mets dans le sac, non, je ne savais pas. Et pourtant, je connaissais le film Scum, sans l'avoir vu. Alors, le Scum d'Alan Clark est un film très violent, rageur, sans concession. C'est un brûlot dont la mission première était de dénoncer les exactions commises dans des centres de détention pour mineurs nouvellement créés en Angleterre, dans lesquels, effectivement, à l'abri des regards du public, se passaient des choses telles que des viols, des violences, et où la loi du plus fort a régné. Voilà. Alors, d'abord, c'était une commande pour la télévision, il a réalisé ça pour la télé en 1977. Le film a été interdit de diffusion parce que trop brutal, trop dérangeant. Bon, bah, Alan Clark ne s'est pas découragé, et 2 ans plus tard, il réunit à nouveau ses équipes techniques et la plupart de ses acteurs, et il refait son film, cette fois pour le cinéma, donc sous le titre Scum, et sorti donc en 1979. Alors le film fera, comme convenu, l'effet d'une bombe, et mission accomplie. Très peu de temps après, ces fameux centres de détention vont tous fermer. Voilà. Bon, alors comme tout le monde, j'ai beaucoup apprécié le film de Kim Chapiron, sans savoir qu'il était le copier-coller du film d'Alan Clark. Voilà. Alors, je répète à nouveau, hein, quand je dis c'est le même film, bah écoutez, les personnages sont les mêmes, les scènes de violence sont les mêmes, la fin du film est la même, il y a très très peu de différence. Alors, je vais être honnête, le film, au final, le film de Chapiron apporte un petit quelque chose en plus. C'est le fait qu'il soit contemporain et, contrairement à l'œuvre d'Alan Clark, qui devait être rentre-dedans et dans lesquels, effectivement, tout le personnel montré dans le film était corrompu et brutalisait les gamins, dans le film de Chapiron, il y a une approche qui est quand même plus modérée. Donc il a transposé l'action du film donc, dans un centre de détention pour mineurs aux États-Unis, donc. Et il montre en fait dans son film, lui, un personnel de façon un peu plus nuancée, un personnel qui globalement fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Voilà, donc au final, une version alternative, pas inintéressante, puisque le matériau d'origine est bon. Quand tu fais un copier-coller d'un matériau qui est bon, tu risques d'avoir effectivement un bon film à l'arrivée. Après, l'utilité, on peut en discuter. Hein. C'est comme le remake du film Psychose en couleur réalisé par Gus Van Sant dans les années 90. Bon, voilà, ça n'a strictement aucun intérêt pour moi, mais bon. Là, voilà, je reproche pas effectivement au film d'être mauvais, je lui reproche tout simplement d'avoir joué sur l'ignorance du spectateur. C'est-à-dire que les auteurs n'en ont jamais parlé. Aujourd'hui, on trouve effectivement sur Wikipédia, et je pense que c'est assez récent, une petite note indiquant que le film est librement inspiré du scénario du film Scum. Voilà, c'est écrit gros comme ça, et je crois que c'est un rajout assez récent. Mais voilà, les producteurs n'ont jamais évoqué, le réalisateur non plus. Ça me pose un problème. Car ce petit côté philo est loin d'être un cas isolé. Et repose surtout sur une vision de la jeunesse par les producteurs qui est assez épouvantable. En gros, ils sont jeunes, donc ils sont cons, donc on peut leur fourguer des films qui ont été déjà faits il y a 30 ans, sans leur dire, ils y verront du feu, puisqu'ils n'y connaissent rien, et en plus ils n'iront pas vérifier. Bon, je trouve quand même que c'était profondément gênant. Et ça laisse également entendre que finalement, en matière de cinéma, on a déjà tout fait, et qu'on ne peut plus faire que des remakes de toute manière. C'est une idée que je ne partage pas du tout. Idem pour la chanson, par exemple, vous voyez. Moi, je passe mon temps à informer ma fille des vrais auteurs ou des vrais créateurs de chansons qui sont reprises aujourd'hui, hein, parce que je ne tiens pas spécialement à ce qu'elle soit persuadée que Imagine a été inventé par les Kids United, ou que Matt Pokora a créé comme d'habitude. Voilà, pour moi, c'est de l'ordre de la salubrité publique. Hein. Et je bouclerai la boucle, si vous le permettez, en revenant sur ce jeune utilisateur de Twitter, qui donc avouait ne pas avoir vu Le Parrain de Coppola. Alors, franchement, déjà il sait que le film existe, ce qui est déjà pas mal. Bon, s'il l'a pas vu, c'est peut-être qu'il n'a pas envie de le voir, peut-être que les films traitant de la pègre, de la mafia, même si le film de Coppola est bien autre chose à mes yeux, voilà, si ce genre particulier ne l'attire pas, peut-être que voilà, il ne le verra jamais de sa vie et ne s'en portera pas plus mal. C'est un fait. Ça ne fera pas de lui un mauvais cinéphile. On est d'accord. Par contre, si dans 10 ans, par exemple, des producteurs hollywoodiens complètement tarés se mettent en tête de faire un remake du Parrain de Coppola,
avec, allez, pour rester dans l'air du temps, avec des gens peut-être comme, je ne sais pas moi, allez, Johnny Depp dans le rôle de Don Corleone, à la place de Brando, et puis allez, on va prendre un petit jeune, allez, Harry Styles, voilà, l'ex-chanteur de One Direction, qui fait du cinéma maintenant, à la place de Al Pacino. Vous voyez le truc improbable, admettons. Bon, si ce gars, qui n'a pas vu Le Parrain de Coppola, film de 72, dans 10 ans, tombe sur ce remake et l'aime à la folie en disant que c'est génial alors que c'est juste un copier-coller du scénario de Coppola, là, effectivement, j'aurai un problème, et là, je le traiterai volontiers de connard. Ou, à minima, de victime de la mode. La cinéphilie est donc pour moi de plus en plus nécessaire, car elle constitue le meilleur critère d'exigence à opposer à ceux qui pensent que votre mémoire culturelle a une antériorité de moins de 10 ans. Voilà. Donc connaître l'histoire du cinéma et voir régulièrement des vieux films constitue presque aujourd'hui un acte de résistance. Cette conclusion est un peu pompeuse, mais finalement, elle me paraît pas mal et je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, pour étayer effectivement mon propos, je vous annonce à venir bientôt une nouvelle rubrique sur ma chaîne qui s'intitulera « Un coup d'œil dans le rétro » et dans laquelle j'essaierai d'expliquer pourquoi j'adore certains films, de façon très subjective parfois, pas forcément des films, des gros classiques auxquels vous vous attendez, mais des films qualifiés par d'autres de mineurs, mais qui moi me comblent de joie. Donc voilà, ce petit coup d'œil de rétro se fera sur les films ayant 10, 20, 30, 40, 50 ans parfois. Et j'essaierai effectivement d'exprimer un peu plus ma cinéphilie. Il n'y a pas que des nanars et de l'actualité dans la vie. Voilà camarades. Bon écoutez, sur ce, je vous laisse avec quelqu'un qui a un petit message à vous adresser. Ciao! Écoute bien, parce que je vais pas passer par 3 chemins, ni par le carré de l'hypoténuse. Est-ce que tu veux rester toute ta vie un spectateur lambada, ou est-ce que tu veux gravir les échelles et devenir un vrai cinéphile? Pour moi, la question elle est vite répondue. Tu t'abonnes au ciné de Sergueï, puis après tu vois. Bisous.